Voici notre 61e épisode, premier de l'année 2016 ou dernier de l'année 2015. Ça dépend un petit peu à quel moment vous le chopez, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, c'est de 2016 dont nous allons parler avec l'ensemble de l'équipe, un petit peu comme on l'a fait pour la rétro 2015. On va faire des tours de table et faire tourner également les chaises tant qu'on y est. Hein, c'est un peu la fête dans le studio et également via Skype. On va retrouver Sébastien. Non, pas les serviettes. C'est hors de question. On a également Benoît avec nous. Et puis en studio, on a Xavier, décidément. J'ai toujours un problème entre Sébastien et Xavier. Je ne sais pas pourquoi. C'est très particulier. On se ressemble. Hein. Ça doit être ça, c'est de la ressemblance physique. On retrouvera Marc et Patrick un petit peu plus tard pour parler donc des perspectives de l'année 2016. Je propose qu'on commence justement avec toi, Xavier. Un petit peu comme on avait terminé, si vous vous en rappelez, la rétro 2015. On avait parlé de Uber, puisque c'était un petit peu parmi les choses qui se sont passées en 2015, quelque chose qu'avait relevé Sébastien. Xavier, toi, tu voulais parler justement d'Uberisation. L'année 2016, pour toi, devrait être une confirmation, quelque part, de cette Uberisation. Voilà, je pense que l'économie de partage et l'Uberisation des services ou autres va vraiment être une grande tendance sur 2016. On l'a déjà vu apparaître en 2015 avec des services qui ont explosé comme Airbnb, des services de livraison de repas comme Take It Easy, ou j'ai vu une autre startup qui a fait un système comme ça pour apprendre les langues, où chacun peut devenir un professeur de langue finalement à quelqu'un d'autre. Et je crois que ça va vraiment être une grande tendance sur 2016, principalement parce que maintenant les gens veulent un petit peu tout de suite, et la technologie actuelle permet de faire ça, puisque maintenant les gens on a chacun un écran en permanence devant soi, on a la géolocalisation qui est possible, on a des communications permanentes, et toute cette technologie permet d'avoir des services. Alors il y a des sociétés qui se lancent là-dedans, en fait, ça s'explique parce que ils vont pouvoir, sans créer réellement un nouveau service ou un nouveau produit, ils vont pouvoir éliminer des intermédiaires et rendre ce service accessible à tout le monde très facilement. Et c'est un business model qui est reproductible et qu'on dit scalable, qu'on va pouvoir étendre très très vite à un très grand nombre. Qu'est-ce qu'en dit par exemple Benoît ? J'avais un petit peu le même élément dans mes perspectives. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une tendance de fond, et c'est une tendance qui va s'accélérer parce que, comme tu le dis, ça permet de mettre en place des services sans avoir à faire de gros investissements. Et si on arrive à être si on devient le nœud d'achat pour un ensemble de produits comme ça, c'est clair que c'est jackpot. Oui, c'est ça. Il faut être à la tête. Il faut être au point de départ quelque part pour arriver à faire tourner la machine. Ouais. Après, ça pose des questions intéressantes en matière de paupérisation, de sécurité sociale, parce que les chauffeurs Uber disent c'est bien, je me fais un petit complément d'argent sur le côté, c'est sympa. Et puis qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en fait Uber utilise l'argent pour essayer de mettre en place des voitures autonomes, donc virer les chauffeurs. Et ça veut dire que si c'était des employés, ils raisonneraient peut-être pas exactement comme ça, parce qu'ils auraient des obligations par rapport à eux qui n'ont pas dans ce contexte. Il y aurait des pressions aussi, des pressions de la part justement des corporations. On le voit par exemple par rapport on en parlait la semaine dernière, par rapport aux sociétés de taxi, on sent la pression des opérateurs historiques, entre guillemets, qui défendent leur croûte aussi, il faut le reconnaître. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, cette ubérisation, Sébastien. Non, et pourtant c'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est juste que maintenant on a mis le nom d'une start-up sur le phénomène, parce que si on prend Google ou Facebook, c'est des sociétés qui proposent des services qui pourtant ils n'ont aucun contenu, tu vois. Facebook devient l'endroit où tu as le plus de news, et pourtant c'est pas eux ils ont jamais produit une seule news, etc. Et c'est pas des produits qui ont débarqué l'année passée. Donc c'est un concept assez ancien sur lequel on a mis un nom l'année passée en disant voilà, c'est l'uberisation de la société.
Il y a par exemple une autre société belge que je connais en l'occurrence qui utilise une carte que tout le monde a pour faire de la fidélité. Là aussi, c'est la même chose, c'est l'utilisation d'un produit que tout le monde a pour en faire un service sans détenir pourtant ce produit. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe quand même depuis quelques années et sur lequel on a fait un peu de tendance l'année passée, et qui devrait se confirmer, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Effectivement, on pourrait même pousser le bouchon un tout petit peu plus loin et titiller un petit peu Benoît là-dessus sur le concept de ville intelligente, puisqu'on parle de beurre et des véhicules beurre. On voit que ça s'inscrit de plus en plus aussi dans la manière dont on va gérer les grands centres urbains, Benoît. Oui. Enfin, je suis pas certain que ça fasse partie des objectifs spécifiquement de Uber. Je pense je parle pas de Uber spécifiquement, mais du principe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'uberisation. Alors c'est vrai qu'un des sujets, quand je réfléchissais aux perspectives, je m'étais dit l'implication du citoyen dans la ville et le rapport à la ville qui change, parce que il y a une start-up en Belgique qui fonctionne comme ça, on avait parlé dans les émissions où si on repère un problème dans la route ou quoi que ce soit, on fait une photo, c'est envoyé à l'administration communale. Moi où j'habite sur Namur, j'ai pas très bien compris ce qu'ils voulaient y faire, mais enfin ils sont mis en tête de faire un port numérique dans le coin. Je pense que c'est juste pour récolter des subsides, mais peu importe. Et il y a plein de c'est vrai que la ville est en train de changer, et c'est vrai que le fait que le citoyen puisse prendre une voie de façon plus efficiente, parce qu'avant il y avait juste les gens qui allaient se déplacer jusqu'à l'administration, remplir 52 formulaires et puis ça servait à rien. Je pense que oui, ça c'est clair qu'on voit des mouvements. On voit aussi une boîte que je suis qui est assez intéressante, qui fait des roues électriques, des roues pour vélo électriques, et qui exploite les données GPS que ces roues collectent pour faire des propositions d'aménagement cyclable. D'accord. Donc c'est vrai et c'est soumis après aux communes qui font évoluer. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui bougent. Mais je pense pas, tu vois, spécifiquement sur Uber, je pense pas que c'est leur but. Non, mais je parlais pas spécifiquement Uber, je parlais du principe de l'uberisation et de la manière dont les choses peuvent se gérer dans une ville. Voilà. Bon, c'est-à-dire que la ville a toujours été un lieu qui est construit par les citoyens pour les citoyens. Oui. Et donc c'est assez naturel de laisser d'utiliser des outils pour permettre aux citoyens d'être plus actifs et plus impliqués. Oui. Juste une parenthèse, les applications dont on parlait, Fix My Street, c'est une application mise en place, c'est une initiative publique, et puis il y a Better Street, qui est une application, elle, par contre, créée par une boîte privée. Donc, bonjour à Jean-Marc. Bonjour à Jean-Marc, effectivement. Sébastien, tu voulais rajouter peut-être quelque chose ou pas ? Oui, j'avais réfléchi au même sujet que Benoît, c'était assez amusant, et pourtant ni lui ni moi ne l'avons mis. Et c'était suite à tout ce qui s'était passé en France il y a très peu de temps, et sur le fait qu'au final on voyait que tout ce qui était public, et le public ne savait pas suivre, en tout cas à de grands événements, et que c'était repris par des boîtes privées pour pouvoir coordonner le fait que, ok, est-ce que tu es en bonne santé, est-ce qu'il s'est rien passé chez toi, etc. Et donc là aussi il y a toute une transformation de la société, parce que le privé ou des citoyens peuvent proposer des services qu'aujourd'hui le public n'arrive pas à faire. Exactement, effectivement. Ok, on va continuer les gars, parce que il y a le reste de l'équipe qui pousse derrière. On va passer la parole à Benoît, puisque c'est le moment de parler de l'abonnement serait le nouvel achat. Benoît, ça c'est presque, on aurait pu le mettre aussi en rétro 2015 quelque part. Tu penses qu'il y a confirmation en 2016? Exactement, et puis ça s'inscrit un peu dans la suite de ce qu'on vient de dire. En fait, je réfléchissais à une des startups que j'aime bien pour le moment, qui s'appelle AirDonkey. Et AirDonkey, c'est une boîte qui fait des cadenas pour vélo, qui permet de venir sécuriser son vélo et de le débloquer à distance avec un téléphone, et qui te propose du coup de pouvoir louer, en fait, quand tu es dans une ville que tu ne connais pas, de venir louer un particulier un vélo, mais de nouveau sans avoir à le rencontrer, sans que ce soit compliqué. Sur ton téléphone, tu tapotes quelque chose, le cadenas s'ouvre et tu pars avec le vélo. Et je réfléchissais que quelque part derrière, il y a une vraie tendance à moins posséder les choses.
parce que l'année dernière, on a eu Netflix, on a eu Apple Music, où au lieu d'acheter... C'est la dématérialisation de la musique, ça. Alors, il y a l'aspect dématérialisation, mais il y a l'aspect, au début, on achetait des films dématérialisés, on achetait certainement chez Apple, on achetait la musique, et on va de plus en plus vers de l'abonnement. Et quand tu regardes, on en a parlé aussi dans les technos, Mini qui propose une solution où tu vas pouvoir, les particuliers vont pouvoir mettre leur voiture à la location, et Mini va en mettre aussi certaines à la location, et donc pas besoin d'acheter de nouveau, je peux simplement louer. Alors est-ce que c'est un effet de la crise qui fait que on n'a peut-être pas nécessairement les fonds pour tout acheter? Est-ce que c'est le fait que on se rend compte qu'en final le matérialisme est peut-être pas le... Enfin, moi j'entends pas mal de choses venant de plein de milieux disant on en a un peu marre d'accumuler, on a un peu marre d'avoir des armoires remplies d'objets et on préfère un petit peu lever le pied. Est-ce que c'est ça? Mais je constate qu'il y a une tendance de fond et qui s'accélère d'année en année, et c'est pour ça que c'est vrai qu'on peut dire, comme tu dis, ça aurait pu être rétrospective, mais je pense que ça va être encore beaucoup plus fort en 2016 pour dire j'achète pas plein de trucs et je me contente de m'abonner au service qui me propose les plein de trucs dont j'ai parfois besoin. Ce qui va peut-être bien avec certains types de produits, mais peut-être moins bien avec d'autres, parce qu'il y a quand même une tendance, et là aussi ça pourrait être rétro 2015, mais ça peut être aussi perspective 2016. Je parle par exemple en matière de musique ou même en matière de film, où les gens reviennent à cette envie de posséder un objet, posséder le disque, retour du disque vinyle par exemple. C'est les vrais fans de musique, ils adorent, c'est peut-être pas nécessairement pour l'écouter, mais posséder le disque parce qu'ils ont le dernier album de Trucmuche, etc., etc. Et que le fait que ce soit dématérialisé et que ce soit disponible par abonnement, ça les arrange moins parce qu'ils n'ont plus cette impression de propriété de l'objet. Donc voilà, je sais pas ce qui va s'imposer, mais je pense que t'as raison. Mais je le vois pas comme une grande perspective 2016 quand même. C'est pas une grande perspective 2016, Benoît, mais c'est quand même une tendance chez pas mal de gens. Il y a encore des gens qui ont envie, par exemple, d'acheter des bouquins en vrai papier. Par exemple, il y en a encore plein. Et voilà, ça fait partie des perspectives. Xavier. Même pour appuyer un petit peu Benoît, je crois qu'il y a des fois, on n'a même plus le choix quand on voit la stratégie qu'adopte Adobe avec ses produits où c'est maintenant en vente exclusivement sous forme d'abonnement et Microsoft qui tend vers ça aussi avec par exemple Office 365 qui est en abonnement. Alors le prétexte c'est que on va bénéficier toujours des dernières versions, mais le business model derrière c'est que voilà, ils ont un abonnement et donc tant qu'on veut utiliser le service on continue à payer. Donc je crois effectivement qu'il y a une belle tendance vers ça pour pas mal d'acteurs. Ok. C'est vrai que le client a l'impression qu'il paye moins cher et l'entreprise quelque part se refait sur la longueur. Oui, il y a de ça aussi. Mais c'est pas parce que ça arrange les entreprises que pour ça les gens vont y adhérer spontanément non plus. Hein. Il faut pas non plus. Voilà. On avance, les gars. Seb, dans tes perspectives 2016, toi, tu voyais aussi quoi d'autre? Les revenus des télécoms qui en particulier des télécoms mobiles, qui s'effondrent ou qui disparaissent. J'imagine que tu penses à la fin du roaming, par exemple. Pas que, je pense effectivement à la fin du roaming parce que c'est un sujet d'actualité en Europe et que effectivement on ne devrait plus payer, se faire arnaquer en osant passer la frontière pour télécharger 1 méga à 10 € le méga ou téléphoner 2 minutes. Mais non, je pense surtout à justement l'utilisation du data de plus en plus. Quand je regarde autour de moi, je vois des gens qui ont des abonnements qui sont maintenant strict minimum, mais avec 2, 3, 4 gigas de data, qui n'ont pas passé un appel sur le mois, sur leur facture, mais qui ont fait tous des échanges avec WhatsApp, qui ont appelé avec Facebook, qui ont appelé, et qu'au final, tous ces revenus télécom commencent un petit peu à disparaître parce que déjà la notion de territorialité disparaît quand tu appelles un mec sur Facebook, tu t'en fous de savoir ou Skype ou que sais-je, parce qu'il y a WhatsApp, parce qu'il y a plein d'outils justement et qu'ils soient en Europe, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient en France, tu vas payer la même chose parce qu'il est juste connecté à Internet. C'est ça. Et donc tu perds un petit peu cette frontière et
Et donc les opérateurs, on l'avait déjà dit il y a quelques années, je pense dans ce podcast, qu'ils commencent à souffrir. Ils souffraient à l'époque des SMS. Moi je pense que maintenant c'est un peu la même chose au niveau du vocal pour l'année prochaine. Ça risque, parce qu'on a de très bonnes connexions avec nos téléphones, ça risque vraiment d'être un gros problème pour eux, si pas en 2016, dans les prochaines années. On l'a vu justement c'était au numéro 59, hein, on en a parlé du Brésil et de ses déboires avec WhatsApp. Donc voilà, c'est des choses qui sont effectivement de plus en plus présentes. Et il me semble, moi, que c'était pas en 2014 qu'un opérateur télécom mobile avait coupé l'accès à Skype pour éviter qu'on ne fasse des appels internationaux via leur réseau, mais data. Enfin, il y avait un truc dans ce genre-là. Enfin bref, c'est effectivement une tendance qui semble s'afficher dans les mois qui viennent, puisque là, on parle de mois. On va repasser la parole à Xavier pour parler de... ça aurait peut-être presque pu faire raccord avec ce que disait Benoît en parlant des abonnements par exemple. C'est la génération streaming qui va faire aussi disparaître certains médias par exemple, ou qui pourrait faire disparaître certains médias. Je crois qu'on va voir apparaître une tendance où les gens vont commencer à changer de médias par rapport aux médias traditionnels. Il y a de plus en plus de personnes qui se déconnectent de la télédistribution parce qu'ils ont toutes les infos sur les réseaux sociaux. On a la vidéo à la demande. On peut écouter la musique qu'on veut, quand on veut, n'importe où. Et donc, il y a cette tendance de vouloir tout de suite, à la demande, qui arrive. Chez les plus jeunes en particulier. Avec quand même un danger. Donc, le fait qu'on va sélectionner l'information, quelque part, va nous limiter aussi dans certaines infos qui vont nous arriver. Et il y a des dangers qui sont liés à ça. C'est qu'il faut vraiment commencer à vérifier les sources, puisque, étant donné qu'on commence à s'alimenter des informations sur les réseaux sociaux ou sur des médias comme YouTube ou d'autres, l'information n'a pas toujours été vérifiée comme on le fait d'habitude dans beaucoup de milieux journalistiques. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître par exemple des sites comme le Gorafi ou Nordpress où on voit des gens qui croient dur comme fer que l'information est véridique. Donc c'est voilà, une tendance pour moi, ça va être la disparition, en tout cas la diminution forte de certains médias. On ne parle pas de disparition tout de suite. Non, mais... Vous voudrez quand même encore avoir de quoi croûter dans les années qui viennent. Soyons clairs. Mais ceci dit, je suis assez d'accord que quand on regarde les plus jeunes, et j'ai des collègues qui ont des enfants jusqu'à 15 ans, ils ne comprennent pas, par exemple, pourquoi il faut attendre une heure précise pour regarder une émission à la télévision. Ils ont l'habitude de tu le disais, de cette consommation directe. Streaming. Ils ont envie maintenant, ils le consomment maintenant. Ils n'ont pas envie maintenant, ils le consommeront plus tard. Netflix, par exemple, quand ils diffusent les séries qu'ils autoproduisent, mettent les épisodes... Alors après, tu as envie de les consommer tous en même temps, c'est ton problème, mon garçon. Si tu as envie de les consommer sur la durée, tu fais ce que tu veux. Alors que la télévision, il faut attendre la semaine prochaine. Et d'ailleurs, la télévision s'y met. Ils offrent maintenant quasiment tous des services de vidéo à la demande aussi. Oui, mais qui sont liés à la diffusion. Donc, on reste dans cette logique d'attente et d'échéance qui, pour les plus jeunes en tout cas, n'ont plus lieu d'être. Et c'est un avantage pour nous en tant que podcast, pour le coup, puisque même si, effectivement, il faut attendre qu'on les produise, les podcasts. Il ne faut pas non plus... mais vous les consommez quand vous voulez et où vous voulez. Et ça, c'est un avantage indéniable qu'offre aujourd'hui Internet. Benoît. Et donc, retenez bien... le lieu où ce podcast est, et vous viendrez le reconsommer dans 5 ans. Vous verrez si on s'est trompé dans nos perspectives. Mais à mon avis, oui. Peut-être. Consulter même l'année prochaine. Je pense qu'il y a une tendance qui s'affiche, mais je pense que les médias traditionnels ont encore un jeu. Tu parlais de l'information, par exemple. Il y a aussi l'aspect plus local. Le fait d'être en contact avec sa communauté, par exemple, en temps réel pour certaines choses, comme je pense au sport, par exemple. Ça ne viendrait à personne l'idée de regarder un match une fois qu'il était spoilé par tout le monde et que tout le monde connaît le résultat. C'est dans l'instant qu'on le regarde. Donc voilà, il y a des choses qui vont sans doute s'adapter avec le temps. Je vais repasser la parole à Benoît pour parler de production locale comme UPS. Alors là, j'ai pas compris, et Sébastien non plus, quand on a relu le document, et j'ai oublié de te demander ce que tu voulais dire. Mais je vais te le demander maintenant, donc tu vas nous expliquer. Toi, dans tes perspectives 2016, tu vois la production locale comme UPS. Voilà, exactement. Alors, c'est une manière un peu différente de le dire. C'est aussi, on peut quelque part regarder toutes ces tendances comme étant des choses qui sont pas,
le truc qui va apparaître en 2016 et qu'on n'a pas prévu, qui n'était pas visible avant, forcément on l'a pas. Donc c'est plus des tendances de fond dont je veux parler ici. Pour moi, il y a un phénomène, on voit que le commerce électronique est vraiment en train de s'installer en Belgique, en France, en Europe, et c'est pas uniquement les geeks qui se commandent des machines en Chine ou quoi que ce soit parce que c'est moins cher. À peu près tout le monde achète un petit peu sur Internet. Et ça amène un deuxième phénomène que je trouve intéressant, c'est que comme quand on est dans un achat local, une des choses qu'on a, c'est une relation avec dans certains cas, une relation qui s'établit avec le commerçant. Moi, j'ai une boucherie que j'aime bien, on s'entend bien avec le boucher, il a de bons conseils, il connaît bien ses produits, etc. On voit la même chose qui est un petit peu en train de s'installer dans le commerce électronique. Et parce que d'un côté, bon, tu as des grands mastodontes comme Amazon qui font du supermarché où tu n'as pas franchement cette notion de communauté, de relation. Mais à côté de ça, tu as des petites structures qui vraiment jouent cet aspect-là. Et donc, quelque part, ça devient un petit peu le côté local de l'achat local, sauf que c'est pas local, parce que de toute façon, ça va être livré par UPS. Donc, c'est le local comme UPS. Donc, peu importe à la limite où il se trouve, mais je veux la même relation que ce que j'avais avec le petit producteur local, avec le petit représentant local. Et quand tu regardes notamment dans le crowdfunding qui est en train de monter en charge, qui est en train de petit à petit de pénétrer aussi la société comme une force de commerce électronique, ou une forme de commerce électronique, tu vois que de plus en plus dans leurs vidéos, les mecs qui jouent le thème du voilà, on est une équipe, vous allez apprendre à nous connaître, on va faire un bout de chemin ensemble, et ça peut être un produit qui est fait aux États-Unis, qui est fait en Amérique du Sud, qui est fait en France, qui est fait en Allemagne, qui est fait n'importe où, mais ça devient quelque part comme un petit peu le petit producteur local chez qui je vais, je regarde ce qu'il est en train de faire, je regarde ce qu'il a dans son jardin, tiens, qu'est-ce qu'il produit dans ses champs pour le moment, etc. Ok, c'est un point de vue sur l'année qui vient ou les années futures, soyons clairs, si vous aussi vous avez votre vision, n'hésitez pas à la partager avec nous en commentaire, vous êtes bien entendu les bienvenus, et avant de faire appel à la suite de l'équipe, on pourrait déjà remercier Xavier et Benoît d'être passés dans ce studio, mais vous allez encore rester quelques instants, je vais quand même passer la parole à Sébastien, parce que de ton côté Sébastien, parmi tes visions, tes perspectives de 2016, tu te poses une question ouverte, on n'y répondra sans doute pas dans ce numéro, sur ce web qui deviendrait peut-être un peu sécuritaire, sans doute aussi à la faveur ou à la défaveur de l'actualité récente, Sébastien. Oui, et pas que actualité récente, il y a des gouvernements qui ont envie d'une certaine manière d'avoir plus d'informations sur ce que font leurs citoyens. On parle d'ailleurs, on reprend l'exemple du Brésil d'il y a pas si longtemps. On en avait parlé pendant une bonne partie de l'année 2015 aux États-Unis aussi. Et donc oui, c'est une question qu'en tant que citoyen je me pose sur l'année 2016. Est-ce que d'une certaine manière on va perdre cette certaine liberté de parole sur le web, même si évidemment on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur le web, mais est-ce que tout ce qu'on va dire sera analysé et accessible aux États aussi facilement que ça? Voilà, c'est une question que je me pose. J'espère que ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas certain que malheureusement ce ne sera pas le cas, parce qu'il y a déjà toute une série de lois en cette faveur-là pour surveiller les télécoms, pour pouvoir surveiller ce qui se passe, parce qu'il commence à se poser des questions sur les réseaux sociaux, sur les télécoms au niveau quand tu téléphones avec Skype, quand tu téléphones avec Messenger, quand tu téléphones avec un WhatsApp, et ils veulent tous avoir d'une certaine manière accès à ces appels, à ce que tu envoies comme messagerie. Alors parfois effectivement c'est à bon escient, parce qu'il y a besoin d'aller chercher ces informations pour déjouer des réseaux organisés criminels. Mais je crains que ça ne dépasse un petit peu ce que la justice a besoin vis-à-vis de nous, pauvres citoyens. C'est chaque fois un petit peu plus le cas, hein. C'est nos libertés qui sont chaque fois un petit peu plus grignotées, entre guillemets, chaque fois qu'il y a ce côté sécuritaire qui montre le bout de son nez. Bon, c'est le risque. Et on est sur une terre encore vierge, quelque part. Le réseau Internet, c'est encore tout jeune, hein, même si certains sont nés avec. Il y a encore certainement plein de choses à développer. C'est vrai que quand on commence à voir que les
les médias traditionnels commencent à parler du deep web, du réseau Tor et des trucs comme ça. C'est un petit peu, on surfe un petit peu sur le côté négatif d'Internet, le côté obscur de la force, pour être un peu dans l'actualité cinématographique en même temps. Il y a un peu de ça aussi qui remonte à la surface. Oh bah dis donc, j'espère qu'avec le restant de l'équipe, ça va être un petit peu moins plombé comme ambiance. On va remercier. On t'a parlé de producteur local. Oui, c'est vrai. C'est clair. Merci en tout cas. Disparition de boîte. Benoît, passez une bonne année. On se retrouve très bientôt, bien entendu. On va remercier également Sébastien. Non, Xavier. Bon. Ça continue. La fois passée, il voulait se débarrasser de moi, et puis maintenant. Et donc merci également Xavier. Et vous allez voir, c'est magique parce qu'on va retrouver le restant de l'équipe. Par exemple, on va retrouver Marc. Bonjour Marc. Pour parler de l'année 2016, mais également en studio, Patrick. Alors ceux qui s'en rappellent, enfin tout le monde s'en rappelle, je pense. On t'a vu la semaine passée. Donc normalement c'est encore frais à l'esprit de tout le monde, mais t'es notre monsieur domotique à nous. Donc on va forcément parler domotique à mon avis, tout en parlant bien sûr des perspectives, et continuons à en parler des perspectives de cette année 2016. Ce nouveau tour de table, on va le commencer avec Patrick justement. Pour parler de cette perspective 2016 qui est un truc qui est bien amorcé en 2015 déjà, mais c'est l'impression 3D. C'est vrai que c'est un truc, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une explosion de l'impression 3D dans les mois qui viennent. Oui, exactement. Donc si on prend la boule de cristal, ce qui est vraiment bateau de dire c'est plus grand, plus vite, moins cher, ça, tout le monde le sait. Ouais. Mais voilà, on va vraiment arriver en 2015 et je vois vraiment arriver sur la production de parties, de produits qui vont vraiment être commercialisés à grande échelle au niveau de l'impression 3D. C'est vraiment, pour l'instant, au niveau de tout ce qui est matière plastique, que là, il y a vraiment la plus grosse fiabilité au niveau de la commercialisation et de l'industrialisation de cela. On a trouvé une fiabilité, une rapidité. Et aussi, une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui sont des matériaux de récupération. D'accord. Donc, se dire, c'est plus économique, aussi plus écologique. Mais donc, voilà. Donc, on va vraiment recycler pas mal de choses pour pouvoir les imprimer en 3D. Il y a des choses qui sont amorcées déjà en 2015, mais qui vont, à mon avis, se répandre en 2016. C'est par exemple des semelles de chaussures. Donc, il y a des modèles d'Adidas qui sont vraiment des semelles qui sont faites sur mesure. D'accord. Des pièces de voiture pour des moteurs. Et toi, tu penses vraiment à l'imprimante 3D, mais domestique, quoi. Chacun aura son imprimante 3D, ou ce sera plutôt dans des... Non, moi, je pense plutôt à l'industrialisation, vraiment des produits qui auront des parties qui sont... Donc, on ira chez l'imprimeur, en fait. En quelque sorte, on a besoin de quelque chose, on va chez l'imprimeur. 3D. Ou encore plus large. Non, spécialement, non, je veux vraiment ça beaucoup plus large. Par exemple, tes chaussures, on pourra faire un scan et ça ira directement chez Adidas qui va faire ta propre... Ok, donc c'est la production à la demande, quoi, en gros. Oui, tout à fait. Tout comme des pièces de voiture, on voit des grosses marques de vraiment très haut de gamme qui commencent à mettre des moteurs, dans les moteurs, des pièces qui sont imprimées en 3D. Ça coûte moins cher, il y a beaucoup moins d'entretien à faire sur ces pièces-là qui sont faites en un seul bloc, plutôt qu'avoir beaucoup de pièces qui sont insérées. Une tendance 2016, c'est celle que toi tu exprimes. Après, chacun sera juste chez lui. On a une boule de cristal. On verra, on réécoutera ça dans un an. Et si t'as tout faux, tu ne reviens plus. Enfin, donc voilà. C'est ça, c'est cruel comme exercice. C'est qu'on est obligé d'un petit peu. C'est sans filet. C'est un peu sans filet et que ça laisse des traces. Donc on en reparlera d'ici 12 mois. Notre ami Sébastien ne nous a pas quittés, évidemment. Sébastien, toi, dans ta perspective de l'année 2016, tu as noté en tout cas, le retour des Google Glass. Parce que tu es un petit peu orphelin de tes Google Glass de 2013, toi. Hein. Oui, alors là je prends un risque parce que la 3D c'est quasi sûr que c'est bon pour l'année prochaine. Le coup des Google Glass là, il fallait oser. J'ai une probabilité qu'on me le foute dans la gueule à la fin de l'année. Hein. C'est quand même mal barré. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça en fait? D'un autre côté, je sais pas, un pressentiment. Cette année-ci, ils ont été très très calmes sur le sujet. Ils se sont pris une raclée l'année passée et
Voilà, j'ai pourtant l'impression il y a eu quelques petits crépitements à ce niveau-là, au niveau de Google, de par son éclatement avec l'alphabet et une réorganisation sur ses projets. J'ai l'impression que ce projet n'est pas totalement mort, même si effectivement ils ont récupéré une partie de leurs ingénieurs pour d'autres projets. Mais par contre, je suis pas persuadé que ça arrivera l'année prochaine en grand public. Là, effectivement, il est probable que Google se soit planté pour le démarrage, à essayer de faire un truc grand public, science-fiction, où tout le monde va se promener avec ça en rue. Ouais. Peut-être que le public n'était pas prêt à ça. Par contre, en professionnel, je suis persuadé qu'il y a un intérêt pour de la surimpression. Donc un truc de la réalité augmentée, je suis persuadé qu'il y a des intérêts pour pas mal de professions et pour pas mal de secteurs. Alors ce sera peut-être pas la lunette Google Glass telle qu'on l'a connue, ce sera peut-être juste un truc au-dessus de ta lunette à mettre, ou un truc ou sur un casque, sur une visière de moto, ça pourrait être intéressant pour quand tu es en train de rouler, pour avoir ton GPS. Bon, donc pour moi il y a plein de situations dans lesquelles la réalité augmentée a quand même un intérêt. Bien et sûr. Aujourd'hui n'a pas une solution professionnelle, enfin ou grand public qui répond réellement à la demande. Donc, je pense que voilà, j'espère que ça va revenir, parce qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine. Effectivement, et justement, bien, puisque tu en parles, Marc également avait pointé dans ses perspectives de l'année 2016, justement la réalité virtuelle, les lunettes de réalité virtuelle que tu as eu l'occasion occasionnellement de tester. T'as lu beaucoup sur le sujet, c'est un sujet qui t'intéresse au plus haut point. Sébastien, comme on peut le voir, si vous avez la vidéo, également, hein, donc il a également eu l'occasion de tester différents modèles. Le Google Glass, quelque part, c'est la version light des lunettes de réalité virtuelle, si on entend ce que dit Sébastien. C'est pas vraiment. C'est pas le même objet, hein, on est d'accord. Ça dépend le concept que l'on attache à la réalité virtuelle. Mais je vais peut-être surprendre quelqu'un. Je suis pas totalement d'accord. Je suis pas totalement contre l'idée de Seb. Je vois bien effectivement les Google Glass revenir en 2016, mais peut-être pas sous la forme sous laquelle elles étaient sorties. Et ça, c'est ça. Ouais. Il y a de la concurrence qui va arriver, notamment avec le Microsoft HoloLens. Ouais. Et donc, encore une fois, on les avait cités la semaine passée lors des rétrospectives, le bureau Gartner qui continue à faire plein d'analyses et gagner encore plein avec. On dit que 2016 serait entre autres l'année de la réalité virtuelle. Pour ça, tout simplement parce que commercialement, les premiers casques aboutis réellement vont être lancés commercialement en 2016. Alors, on va d'abord commencer par, à tout seigneur, tout honneur, l'Oculus Rift. Racheté, ça fait 3 ans qu'on l'attend. C'était un projet qui était né de Kickstarter, si ma mémoire est bonne. Il a été racheté par Facebook, il a été bundlé avec d'autres boîtes. Toujours est-il que en janvier 2016, normalement, le bébé va débouler pour un prix compris quand même entre 200 et 400 $, ce qui est très bon marché. Bon, évidemment, après, il faudra une machine pour le faire tourner, ça c'est autre chose, mais à la base, le casque lui-même sera quand même relativement bon marché. Alors, autre chose qui a l'air intéressant, c'est un casque qui est de prime abord dédié principalement aux jeux, et donc des efforts ont été faits pour que des jeux parlants et avec une forte valeur communautaire puissent être disponibles au lancement, et notamment on pense au célébrissime Minecraft, qui sera disponible sur Oculus Rift, et au nom, donc ça va faire plaisir à mon fils, j'en suis sûr, et le non moins cultissime Half-Life 2, ça va me faire plaisir à moi, sera disponible aussi. Et puis il y a aussi un autre projet, c'est un partenariat avec Microsoft qui évoque la possibilité d'utiliser le casque sur une Xbox. D'accord. Ça va ouvrir déjà pas mal de choses. Du côté de la concurrence, il y a la PlayStation. Sony va sortir le casque PlayStation VR, qui lui va fonctionner en combinaison avec une PS4 et avec la petite caméra PlayStation Move. Alors évidemment, ce modèle-là fonctionnera exclusivement avec une PS4, qu'il nécessitera un gros boîtier à peu près de la taille d'une Wii pour être interfacé entre le casque et la PlayStation. Il coûtera plus cher, entre 300 et 500 $, mais par contre, lui ne fonctionnera qu'avec des jeux adaptés. D'accord. Tous les jeux classiques, on oublie, ils ne seront pas compatibles, tous simplement. Par contre, au niveau de la proposition, on ne sait pas quand ça va sortir, on sait juste 2016. Ouais. On espère le voir au CES, on n'en sait pas plus. Voilà, donc comme toujours chez Sony, c'est un peu opaque. Ouais.
Et puis donc, il y a Microsoft, encore une fois. Microsoft qui revient début 2016 avec un prix nettement plus élevé. On est quand même à $3000 ici. Les premières versions du HoloLens, du casque HoloLens, qui seront réservées aux développeurs uniquement. Donc on parle d'un dev kit ici. Ouais. Uniquement aux States, donc oubliez pour l'instant la Belgique. Uniquement sur invitation. Donc le public visé est nettement professionnel. Le prix aussi, mais on sait que les HoloLens ont quand même la particularité d'avoir un champ d'application beaucoup plus large. D'accord. Est-ce que dans le jeu ou dans le divertissement, on est justement dans un domaine qui est très en rapport avec ce que Google cherchait via les Google Glass. Et donc quelque part, il y a certaines personnes qui s'accordent à dire que HoloLens sera ce que Google Glass aurait pu être. D'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. À mon avis, les deux ont leur place, ne fût-ce que parce qu'il faut quelque part toujours une petite concurrence pour simuler l'intérêt du marché, le développement des technologies, etc. Par contre, ce qu'on sait aussi, et ça c'est une déclaration toute récente du CEO de Microsoft, c'est que la version consommateur n'est pas attendue avant 4 à 5 ans. D'accord. Donc, ce qui laisse toute la place à Google pour justement s'imposer avec des Google Glass 2.0. Et comme on n'a pas prévu de faire une rétro 2020 ou une perspective 2020, on va laisser ça sous le pied. Peut-être à 2040 dans la rétro de l'année passée. Par exemple. Sébastien, je voyais son doigt se lever fébrilement. Ouais, je vais essayer de faire court parce que sinon on va faire une perspective en 2-3 heures. Sur la réalité virtuelle, je ne peux qu'abonder dans le sens de Marc sur le fait que l'année prochaine devrait être extrêmement intéressante parce qu'ils ont été un petit peu trop tard que pour pouvoir lancer leurs produits sur la fin 2015 malheureusement, mais il y a des trucs comme, effectivement, je rigolais ici avec le casque, pour ceux qui n'ont pas l'image, de Samsung qui est le Gear VR qui vient de sortir la deuxième version. Ouais. Et pour l'avoir testé, c'est vrai que c'est assez. On en fera un test évidemment dans les technos un début d'année, mais c'est assez impressionnant ce qu'on a comme application. Et autant sur la 3D, on était dubitatif parce que t'es passif derrière une télé, et c'est vrai que c'était un peu tu devais investir la télé, tu devais réussir à avoir les médias, tu devais avoir. Et ici on est sur des périphériques qui sont très bon marché. Ici t'as un joli casque à 99 €, mais tu peux avoir un truc à quelques euros en carton, et la seule chose dont t'as besoin c'est ton téléphone, parce qu'il y a une résolution géniale sur ton téléphone pour faire ce genre de truc. Et Oculus est disponible sur Android, et t'as plein de trucs, et donc c'est vrai, c'est impressionnant, et c'est déjà presque sûr que c'est pour le premier trimestre de l'année prochaine, quoi. Voilà. Donc j'y crois à 100%. L'Oculus, c'est pas impossible qu'on puisse vous en faire un test dans les technos si je suis faible comme d'habitude. Effectivement, c'est souvent comme ça qu'on arrive à faire des hors-séries un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Le technophile est faible. Effectivement. Ceci étant dit, on parle de l'objet lunettes virtuelles, le casque virtuel, machin, etc. On parle jeux vidéo. Moi, je suis pas persuadé. Non, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Et c'est là justement que Microsoft a beaucoup à faire. C'est là justement que Microsoft a beaucoup à faire, parce que Microsoft a d'office ouvert les applications sur un champ très large et pas seulement. Moi, je pense qu'en 2016, je n'aurai plus de questions à poser parce qu'ils répondent. Ça part que. Je dis, je pense que, et là directement, ta marque ou Sébastien qui fait ah oui, tout à fait. Parfait. Moi, j'ai plus rien à. C'est vrai qu'il a cité du jeu, il a cité etc. Il y a deux domaines qu'il a pas cités. Le premier, évidemment, auquel je ne peux pas ne pas citer, c'est le porno. Évidemment, c'est sûr que la réalité virtuelle dans le porno, ils vont vendre beaucoup de casques grâce à ça. Et c'est vrai que c'est très amusant. On en reparlera. Et il faut que je télécharge 1 ou 2 films d'ici. Et l'autre qui est quand même impressionnant, parce que ça c'est des vidéos que j'ai déjà regardées, c'est des vidéos de paysages, et c'est vrai que ça reste impressionnant, plutôt que d'avoir un point de vue qu'on t'impose, de pouvoir te promener dans une ville. Il y a une ville, c'est Hong Kong je pense, où je m'étais promené, et tu peux regarder partout comme si t'étais dans le bus pour regarder la ville, ou dans un avion, ou dans un drone, et quand tu enlèves le casque, t'es vraiment perdu, tu te dis merde, où est-ce que je suis? Oh, que la vie est moche. C'est quand même impressionnant. Effectivement, ça me rappelle un vieux film, je ne reviens plus sur le titre. Vidéodrome, non pas Vidéodrome, oui, avec le casque de réalité virtuelle. Oui, qui enregistrait des expériences vécues et qui permettait à n'importe qui de revivre l'expérience de quelqu'un. Je vois lequel, on l'a vu effectivement, je l'ai vu aussi, je retrouverai le nom. Ce film est fantastique parce que ça permet de revivre par exemple une mort, et c'est super dangereux évidemment, ou il y en a un qui se fait un infart
parce qu'il vit l'expérience de quelqu'un qui a frouchelé, entre guillemets, avec une infirmière. Voilà. Donc voilà, je ne sais plus comment s'appelle ce film. Marc va nous retrouver le titre avant la fin de cette... C'est vieux déjà. Oui, c'est très vieux, c'est très très vieux, mais c'est très bien. Je vais repasser la parole à Patrick. Pour toi, dans la perspective 2016, enfin, c'est mon rhume, hein, plus de voix, enfin du vrai e-health. Oui, en fait, c'est un appel. C'est un appel aux développeurs. D'accord. Parce que franchement... C'est un peu pieux, en fait. Avec tous ces trackers qui ont été offerts à Noël, etc., toutes ces données qui sont vraiment maintenant disponibles, vous allez chez votre médecin et vous reprend votre tension et vous reprend votre pouls. Alors que pendant quelques jours, vous avez vraiment eu le tracking complet de tout ça. C'est vraiment... je trouve vraiment c'est maintenant qu'il faut vraiment que ces logiciels médicaux que tous les médecins utilisent, vraiment intègrent ça, parce que vraiment, il faut. Dans un sens ou dans l'autre, parce que les médecins, enfin le corps médical a des outils très coûteux, très chers, etc., très précis, dans lesquels ils ont confiance manifestement, puisque c'est avec ça qu'ils nous soignent. J'espère qu'ils ont confiance dans leur matériel. Et de l'autre côté, nous, on l'avait vu avec la balance connectée, par exemple, de Marc, on a des outils également, mais qui sont pas vraiment validés par le corps médical, parce qu'on dit, c'est quand même du bon marché, on n'est pas sûr, c'est pas validé par tel ordre des médecins, un truc comme oui, mais tu auras certains senseurs qui seront justement tout ce qui est Apple Watch et justement qui seront communs à tout le monde, des certifications qui sont vraiment médicales. Mais c'est même pas forcément pour avoir des données précises. Mais je peux donner juste un exemple, une anecdote. Donc j'ai fait un contrôle, un check-up médical pour une assurance groupe. Et juste avant de rentrer, je reçois un SMS comme quoi un serveur en production est mort. Donc voilà, je rentre un peu énervé, on me prend ma tension et là on voit que c'est 15,8. Donc là, le médecin fait oula, ça va, vous allez bien? Mais oui, donc si c'est l'avait vu au moins 5 minutes avant, on aurait vu que ma tension était vraiment totalement normale et que c'était vraiment un pic. Phénomène de blouse blanche, ça arrive. C'est ce qu'elle a cru. Ouais, voilà. Mais non, c'est ce qu'on. Elle était mignonne. Oui, mais c'est ça. Oui, donc voilà, d'où le 15. Le 8, c'est pas très normal. Je t'aurais dit. Enfin bon, donc ça c'est plus un vœu pieux. Tu attends ça en tout cas de tes vœux pour l'année 2016. Parmi les perspectives espérées peut-être par Sébastien, c'est l'avènement de l'Android TV, c'est ça? Mais bien sûr, j'y crois. D'accord. J'y crois parce qu'en 2015, on a eu des premiers... on a commencé l'année avec des premières box boîtes sympathiques mais chinoises et qui montraient leurs limites à un certain moment en fonctionnalité. Et puis effectivement, on a vu débarquer des trucs comme la Shield, tout bêtement, qui était quand même pour moi le périphérique de 2015, mais on n'est plus dans la rétrospective. Donc c'est plus qu'un périphérique, c'est vraiment un objet. Enfin, c'est un objet, c'est un ordinateur, quoi. Voilà, c'était pour moi, c'est ce que Google avait essayé il y a quelques années avec le truc de Logitech, la revue, qui était une merde, on peut le dire. Honnêtement. Mais voilà, donc ça c'était le premier, et pour moi l'année prochaine on devrait avoir, parce que la Shield coûtait quand même encore 200 €, donc c'était quand même encore un peu inabordable pour mettre ça dans tous les salons. Je pense que la guerre va faire rage pour avoir de bons prix, de bons périphériques, et que l'écosystème va se développer, parce qu'aujourd'hui l'écosystème Android TV, certes il y a quelques trucs intéressants, mais si t'es américain, si t'es européen, francophone, les applications sont encore un peu pauvres aujourd'hui. Les chaînes n'ont pas encore sauté le pas, on n'a pas encore beaucoup de trucs. Donc je pense que sur 2016, on devrait avoir pas mal de remous de ce côté-là, et pas dans les télés, mais vraiment dans des boîtes à côté qu'on peut jouer. Parce que dans les télés, même s'ils essayent de tous mettre ça là-dessus, je trouve que ça n'a pas sa place directement dans la télé. C'est tellement vite obsolète que j'ai pas envie d'avoir ça dans ma télé. Mais comme tu le disais, il faut pour ça que les acteurs du secteur audiovisuel jouent le jeu aussi. Alors, il faut savoir, est-ce que ça doit être les éditeurs de contenu, les producteurs de contenu ou les diffuseurs, tels les chaînes traditionnelles qu'on connaît tous, qui doit mettre la main au portefeuille et à la pâte pour fabriquer ces applications sur ces différentes plateformes? La question reste posée, soyons clairs. Mais ça s'est fait aux États-Unis. Si tu regardes toutes les chaînes de télé, elles ont tout leur contenu, toutes les chaînes de news, tout est là, tout est disponible. Qui est vraiment encore, pour le moment en Europe, on a plus d'un an de retard là-dessus. Il est vraiment temps que... Et tant que ça bouge, c'est ça, exactement.
Ça, c'était pour l'Android TV. On va retourner chez Marc, peut-être, parce que Marc avait dans ses perspectives 2016 aussi un truc dont on a déjà parlé en 2015 et dont on parlera encore en 2017, à mon avis, c'est l'Internet des objets, mais en version 2.0, en quelque sorte, Marc, une vraie évolution de l'Internet des objets connectés. Ouais. Alors, on ferme la parenthèse du film, parce que j'ai retrouvé le titre. D'accord. Il s'agit de Brainstorm, de Douglas Trumbull, avec Christopher Walken et Natalie Wood. Exactement. Tu vois, Marc, qu'il y en a d'autres qui reviennent sur des sujets 10 minutes après. ça arrive de temps en temps, mais là, on l'attendait vraiment. Donc, Brainstorm. Exact. On le note. Voilà, parfait. Donc, Merci. Internet des objets 2.0. Oui, effectivement, la tendance avait bien démarré en 2015. On a vu effectivement des tas d'objets connectés apparaître, des trucs les plus sérieux, les trackers d'activité, comme on en a parlé, les voitures. Les voitures sont devenues des objets connectés comme les autres, les balances, aux trucs les plus improbables. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé d'une carafe connectée. Oui. On a vu des fourchettes connectées, on a vu des brosses à dents connectées. On a vu des assiettes connectées. Il a acheté aussi. Voilà, donc des plantes connectées. Des trucs pour des trucs pour arroser ces plantes. Donc, on est en train de voir l'émergence d'une galaxie, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, de petits bidules connectés qui vont. Déjà acheté, voilà, qui vont en fait permettre deux choses pour ceux qui débarqueraient un peu et qui savent pas tellement ce que sont les objets connectés. Donc ce sont des petits bidules qui par nature sont pas forcément très chers parce que l'électronique pour pouvoir faire ce genre de truc est tout à fait maîtrisée aujourd'hui, qui vont permettre de détecter certaines informations et par la suite, par le biais d'applications, de poser certaines actions sur base de ces informations. Cas typique. Dans un beau monde idéal, vous partez de votre bureau, le matin vous avez tapé le poulet près dans le four, il n'y a plus qu'à le chauffer, via une app, via un petit hub. La voiture sait qu'elle va chez vous, elle prévient le hub qui va mettre le four en route, mettre le chauffage dans la maison, faire couler le bain, etc. Donc voilà, c'est une interconnexion totale qui va permettre d'automatiser énormément de choses. Moi je me rappelle que tu nous avais parlé d'un four qui faisait à peu près ça et tu t'es moqué du four. Je me moque toujours du four, je ne dis pas le contraire, mais le fait est là, c'est qu'il y a vraiment une tendance qui va vers l'hyperconnexion de tout. Alors cela soulève effectivement deux petites questions, encore une fois, comme toujours, parce que sinon tout est rose, il y a des bisounours et des licornes partout, c'est vraiment chiant. Donc la première question que cela soulève, c'est celle de la congestion que cela va entraîner peut-être sur les réseaux, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'avec la multiplication de ces appareils, on parle de millions de téraoctets de données qui vont transiter par les réseaux et qui, si les informations ne sont pas adaptées, risquent de provoquer des congestions graves. Et on se rappelle par exemple que Proximus a annoncé avoir mis à disposition des objets connectés un réseau parallèle mobile pour justement avoir une assurance de synchronisation beaucoup plus rapide. L'autre question que ça pose chez moi, et je ne suis pas le seul à me poser cette question, je le sais bien, c'est une question un peu éthique, c'est que toutes ces données, ok, elles sont censées au premier ressort permettre aux propriétaires des objets de, comme on l'a dit, acquérir des informations, déterminer des actions, etc. Mais elles vont remonter aussi chez les constructeurs. Il y a beaucoup de chance. Et donc, les constructeurs vont se retrouver avec des masses colossales de données qu'ils pourront exploiter. Elles seront exploitées de manière anonyme, évidemment, mais ça permettra, dans un premier temps, par exemple, d'avoir des statistiques et des analyses globalisées. Imaginons une marque de brosse à dents connectée qui va pouvoir sortir des statistiques sur quelle est la durée quelle est la durée du brossage de dents en moyenne en Europe, aux États-Unis, etc. Là, c'est 3 minutes 42, là, c'est 5 minutes 12. Quelle est la pression moyenne de brossage en millinewtons, etc. On peut aller très loin. On peut aller aussi plus loin en matière de captation et de rétention et de piratage de ces données-là. On se rappelle, Seb l'avait encore mentionné lors de la rétrospective, il avait testé une prise, la prise avait détecté que, boum, fini. Imaginez une situation où les prises ne sont pas sécurisées, où le chauffage n'est pas sécurisé. On peut l'éteindre à distance. On peut l'éteindre à distance. Ça me rappelle un film. On ne va pas y revenir cette fois-ci. On peut prendre en otage un building en lui coupant le chauffage, en lui coupant l'électricité, etc. L'ascenseur. Voilà, excellent film de lift. Excellent film, voilà. On va y arriver. Il y a toujours un film, ma science-fiction. Et donc, l'Internet des objets va
profiter effectivement de toute la simplification technologique, des avancées. Il ne faut pas oublier non plus que le domaine du wearable computing est en train d'avancer à très grands pas. Donc on ne parle pas seulement des montres connectées, mais de tout ce qu'on va bientôt porter sur nos habits. Oui. C'est la grande tendance qui va arriver. Et qui est déjà là, hein, quelque part, parce que j'ai vu, j'étais assez... C'est un peu confidentiel encore. Oui, mais j'étais quand même surpris de voir qu'un site marchand canadien proposait à la vente pour les cadeaux de fin d'année une combinaison permettant de calculer via une application sa tension artérielle, ses pulsations cardiaques, etc. Et que voilà, c'est là, c'est disponible, ça fonctionne et c'est lavable et c'est très abouti déjà et c'est très surprenant de voir ça déjà sur un site marchand. Moi, j'en avais pas vu auparavant. C'est le tout début, hein, on est bien d'accord, hein, mais la tendance effectivement semble se confirmer. Je vois le doigt de Sébastien qui se lève. Si tu veux, dans les vêtements, le dernier concert de Faceless d'il y a quelques jours à peine en Belgique, la robe de Sister Bliss était tout simplement magnifique, mais Sister Bliss était pas mal non plus. Donc, quel rapport avec les objets dans tous les sens, avec la musique Non, c'est comme moi quand je parle de films, c'est pareil, c'est une diversion. D'accord, sauf que généralement les films ont rapport, enfin soit. Donc voilà, c'est une grosse tendance à suivre pour 2016. Clairement, et ça rejoint un petit peu ce que Patrick avait dit, lui par contre, dans la rétrospective, hein, l'Internet des objets, c'était déjà la grande tendance de l'année dernière, et c'est une tendance, là vous vous accordez complètement avec Marc, sur ce que sera de 2016 et comment on y aura accès. On va terminer ce numéro perspective 2016 avant de vous laisser vaquer à vos occupations avec justement Patrick, parce que toi dans tes perspectives tu avais également noté ce qu'on appelle le machine learning. Précisons peut-être de quoi il s'agit, parce que comme c'est une perspective. Donc ça se recoupe vraiment avec le sujet de Marc. Donc il y a vraiment tellement de données qui sont disponibles. Ouais. Mais on va justement pouvoir en déterminer certains patterns. Ouais. Et ce que je pense en 2016, c'est que voilà, avant tu avais pas mal d'apps spécialisées où tu allais dedans, etc. Donc c'était toi-même qui étais actif. Ouais. Donc maintenant ça va être plutôt vraiment un assistant personnel. Et donc toutes ces données vont pouvoir justement te pousser des actions ou bien te pousser des informations en fonction justement de ton contexte et de toutes ces données. Donc on parlait justement des thermostats qui savent quand tu rentres de chez toi. Ouais. Et voilà, c'est plus toi qui vas dans l'application pour jouer 20 degrés, c'est elle-même qui va pouvoir repousser certaines actions. Bon, il faudra encore rendre ces choses-là, on va dire naturelles, hein, pour l'humain, je veux dire, parce que bon, pour une question de programmation, j'imagine que le fait d'apprendre des habitudes des gens, c'est quelque chose quand même qui est relativement maîtrisé déjà à l'heure actuelle. Il va falloir que les gens s'habituent à ce que la machine prenne à un moment donné la main et qu'on leur fasse confiance aussi. Voilà, la machine. Vraiment, on va vraiment proposer certaines actions. La machine va proposer certaines actions et après quelques semaines, à mon avis, tu réfléchis même plus. Elle va pouvoir le faire pour toi. Ben voilà, pour conclure donc ce numéro un peu particulier dans la série des numéros un peu particuliers, cet épisode 61 qui concernait, vous l'avez noté, les perspectives 2016 avec un petit peu d'audace peut-être pas assez à votre avis, à vous de nous dire. N'hésitez pas à commenter ce numéro un peu spécial pour nous dire vous avez pas été assez loin, peut-être qu'on pouvait aller au-delà du retour des Google Glass. Je sais pas si c'est facile. Ça va être compliqué, mais peut-être qu'on n'a pas pensé à quelque chose de plus particulier, de plus spécifique. C'est possible également. Le débat reste ouvert. Hein. Les commentaires sont là pour ça. Et peut-être qu'on y reviendra, soit dans un épisode prochain, soit dans un hors-série. Pourquoi pas, si c'est quelque chose qui mérite vraiment le détour. Merci en tout cas, Patrick, d'être passé par ce studio une fois de plus. Merci également à Marc. Merci à Sébastien. On remercie également, bien entendu, encore Benoît et Xavier. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cette année commence sur les chapeaux de roue, on peut le dire. Très bonne année 2016.